j'enchaîne et je suis très content. Je tiens à remercier l'université Unilassal Beauvais, le comité scientifique, de me permettre de pouvoir faire en sorte de discuter aujourd'hui de l'altération du goût. Alors, on a vu beaucoup d'experts. Je me considère pas comme un expert du mauvais goût, même si parfois mes enfants peuvent me le dire. Néanmoins, je vais faire en sorte de pouvoir discuter et échanger avec vous après par la suite sur l'altération du goût, de montrer quelques revues littérature sur l'altération du goût qui a un impact très fort chez les patients atteints de cancer et pour lequel on verra que l'évaluation est encore pas systématique et qu'il y a une vraie marge de progression dans la prise en charge. Ici, on a des experts en nutrition, on est tous considérés et tous très intéressés par la nutrition. On parle d'oncologie, on a des oncologues, des radiothérapeutes, et la nutrition n'est pas systématiquement considérée, ou en tout cas, voilà, autant qu'on aimerait qu'elle le soit. Je commence d'abord par une revue de littérature, et on peut enchaîner, une revue de littérature qui a été faite et qui a été présentée à l'ESMO. L'ESMO, c'est la Société européenne d'oncologie médicale, donc avec essentiellement des oncologues. C'est une revue de littérature, c'est une étude qui a été présentée en 2017 à l'ESMO qui a repris des études à la fois subjectives et objectives. En tout cas, il y a eu une évaluation subjective et objective de l'altération du goût. Ce qu'on se rend compte déjà dans un premier temps, c'est qu'en dehors de ces chiffres, je vais commenter après, c'est qu'on peut avoir des patients qui ont une évaluation objective, donc avec des tests de l'altération du goût qui peuvent être positifs, et pour autant ces patients ne vous diront pas qu'ils ont une altération du goût, et inversement, des patients qui ont une altération du goût et pour autant il n'y a pas de positivité à des tests objectifs de l'altération du goût, ce qui peut amener à ce que ce soit assez compliqué en tout cas de pouvoir à faire en sorte qu'on ait cette approche de l'altération du goût. Parce qu'il n'y a pas vraiment de gold standard, en tout cas à ma connaissance, mais les experts vont me le dire, qui permettent de pouvoir amener à ce qu'on fasse cette évaluation de manière systématique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on s'intéresse à la prévalence de l'altération du goût, on peut aller jusqu'à 70% des patients qui ont une altération du goût, quel que soit le traitement, quelle que soit la localisation, et quel que soit le stade de la maladie. Donc c'est une prévalence qui est très très forte. Et cette prévalence, eh bien, elle va avoir un impact très fort sur les ingestats. Les recommandations de la SFNCM, les recommandations de l'ESPEN, les sociétés européennes de nutrition, les sociétés françaises de nutrition, indiquent et recommandent qu'il faut qu'il y ait à peu près 30 à 35 kilocalories par kilo de poids et par jour chez ces patients en cours de traitement. Eh bien, cette étude montre qu'en moyenne, eh bien, les patients qui ont une altération du goût, on est de l'ordre de 19 kilocalories par jour et par kilo de poids, ce qui fait qu'on est sensiblement à la moitié des apports. Ce qui veut dire que ces patients qui ont cette altération du goût, qui n'ont pas une évaluation qui peut être faite systématique, eh bien, ça va avoir un impact fort sur les ingestats. Et quand on parle de dénutrition, on a vu hier tout ce que ça peut apporter en termes de dose intensité, en termes d'efficacité du traitement. En tout cas, étant donné qu'on va diminuer les doses, on va avoir un impact sur l'efficacité, ça va avoir un impact sur la survie, ça a un impact sur la qualité de vie. Et donc de ce fait, 19 calories, on est presque à la moitié, ça veut dire qu'il faut fortement considérer cette approche et cette considération de l'altération du goût. On a des échelles visuelles des ingestats, il n'y a pas d'échelle, ou en tout cas il n'y a pas de gold standard, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'altération du goût, et qui peut permettre de pouvoir faire en sorte que assez rapidement on le fasse, sinon de dire et de demander aux patients, ce qui n'est pas fait systématiquement, est-ce que vous avez changé vos habitudes alimentaires ou est-ce que vous avez changé votre alimentation parce que vous avez un goût qui est altéré? J'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques années à l'hôpital Pompidou dans les services d'oncologie et de radiothérapie où on a quand même énormément de patients à partir du moment où on aborde cette question qui nous répondent par la positive. Et là, on voit qu'on a jusqu'à 70% de ces patients. Alors, on a des traitements qui changent. Là, c'était pour tout type de traitement. La radiothérapie, on a vu ce matin avec Gilles Ferrand qu'on avait jusqu'à 100% des patients atteints de cancer ORL qui étaient sous chimio-radiothérapie qui avaient une altération du goût. On a des évolutions dans les traitements et on a de plus en plus d'immunothérapie. Donc j'ai regardé un peu la revue de littérature sur les altérations du goût et la dysgeusie qu'on pouvait avoir dans le cadre de patients qui sont sous immunothérapie.
cancer pulmonaire de manière un peu plus générale. Et on voit, et dans ces revues littérature, c'est des études qui ont été faites de phase 2, de phase 3 d'efficacité, où cette dysgeusie et les effets neurotoxiques étaient comparés à immunothérapie seule versus chimiothérapie, immunothérapie plus chimiothérapie versus chimiothérapie, thérapie ciblée versus immunothérapie. On se rend compte que ce qui peut être plutôt intéressant, c'est que ces nouvelles molécules, en tout cas, ont un impact sur la dysgeusie qui est beaucoup moins important que la chimiothérapie seule ou les combos. On a par contre, à partir du moment où on a l'immunothérapie associée à la chimiothérapie, sensiblement eh bien, la même prévalence de l'altération du goût, même si on peut voir que ça rejoint ce que j'ai dit au début, cette altération du goût n'est pas évaluée de manière systématique. On peut voir que d'un point de vue de prévalence, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une prévalence qui soit plus importante chez les patients qui sont sous chimiothérapie. Néanmoins, on peut considérer que voilà, sous immunothérapie, il y a un risque qui est quand même un peu moins important. Alors si on est en première intention, eh bien, ça peut être intéressant. Si on est en deuxième intention, en deuxième intention, eh bien, dans ces cas-là, ces patients ont déjà eu d'autres traitements auparavant et peuvent souffrir d'altération du goût. Cette altération du goût, elle dure sur le temps du traitement, mais on peut aussi avoir des patients, c'est 10-20% de patients, qui vont avoir une altération du goût qui va se prolonger une fois les traitements finis. Et sous radiothérapie, notamment dans le cas de cancer ORL, on sait que cette altération du goût, elle peut durer très longtemps, et elle est liée souvent à cette récupération de la salive, à cette xérostomie qu'on peut avoir et qui perdure et qui a une action sur le goût. On peut enchaîner. Dans cette étude, en fait, et cette revue littérature, c'était chez des patients à un stade avancé, et de voir quel était l'impact, quelle était la prévalence de l'altération du goût, ses caractéristiques cliniques, et puis ses complications, qui montrent que ce constat, c'est qu'il y a 25 études qui ont été retenues, donc c'est pas non plus beaucoup dans ces cohortes de patients, dans ces études, c'est peu de patients. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de ce qui a été dit sur l'ensemble de ces 2 jours, c'est que c'est pas évident de pouvoir mener des études sur la nutrition avec des cohortes qui sont très importantes parce que les critères d'inclusion peuvent être assez compliqués. En tout cas, de pouvoir amener à inclure des patients, c'est pas quelque chose qui est de plus évident. On voit que la prévalence, elle est de 55%. On se rend compte que eh bien, plus le patient évolue de stade de cachexie, on a 3 stades de la cachexie, la pré-cachexie, la cachexie et la cachexie réfractaire. À partir du moment où on a des patients qui sont sous cachexie réfractaire, on considère que l'espérance de vie à 3 mois est faible et qu'ils sont à un stade qui est quand même très avancé de la maladie. Ce sont ces patients qui souffrent le plus d'altération du goût, et dans ces cas-là, la qualité de vie, il faut la considérer et voir quelles sont les possibilités d'agir pour pouvoir améliorer cette qualité de vie. Et encore une fois, c'est un fort impact sur les ingestats. On peut regarder après, ce que j'ai regardé, c'est sur les sociétés savantes, quelles sont les recommandations qu'on peut avoir et qui sont données par ces sociétés savantes sur l'altération du goût et sur la prise en charge des patients qui souffrent d'altération du goût. La MASC, c'est la Multi-Association of Supportive Care Cancer. On a le pendant en France, c'est l'AFSOS, l'Association française de soins oncologiques de support, qui a aussi fait un référentiel et que je vous le présenterai dans la slide suivante, qui a donné des recommandations, en tout cas des indications, pour la prise en charge de ces patients, avec un focus sur l'altération du goût, qui montre, et ce qui est très intéressant, et ce qui est important, c'est que le diététicien est encore une fois au centre de la prise en charge. Au centre, ça ne veut pas dire seul. On a vu qu'il fallait qu'il y ait une prise en charge qui soit pluriprofessionnelle. Mais le diététicien est important parce qu'il va falloir qu'il recueille aussi tout ce dont le patient parle. C'est ce que le professeur Toledano nous disait tout à l'heure, ce que Bruno disait, ce que le professeur Le Serre disait aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait un temps de discussion et un temps d'échange pour pouvoir savoir et connaître le patient, toute son identité et sa globalité pour amener à ce qu'on ait des conseils. En tout cas, dès qu'il y a une altération du goût, il est recommandé de faire en sorte qu'il y ait une prise en charge par un diététicien, une évaluation par un diététicien. Et puis après, il y a des interventions pharmacologiques qui sont possibles. Ça ne rentre pas dans le cadre de recommandations. On parle du zinc, on a parlé du zinc. C'est recommandé à partir du moment où il y a une carence. Mais s'il n'y a pas de carence, il n'y aura pas d'effet bénéfique, en tout cas. Est-ce que ça puisse se faire? Le dronabinol, c'est un dérivé du cannabis.
En France, on n'a pas. Mais et le reste sont des oxygènes qui vont permettre de pouvoir amener à ce que le patient ait en plus développé l'appétit et donc la quantité d'ingestat, mais ça n'a pas une incidence forte sur l'altération du goût. En tout cas, ça n'a pas d'incidence sur l'altération du goût. On passe aux recommandations de l'AFSOS. Ils ont fait des recommandations, ils ont fait un référentiel qui porte sur les patients atteints de cancer ORL, les troubles de l'olfaction, la gustation, la déglutition et dans le cancer des VADS, qui a été actualisé en 2018. Et on peut passer à la slide suivante, qui montre encore une fois qu'il faut qu'il y ait une prise en charge par un diététicien, en tout cas par un nutritionniste, des personnes qui sont dédiées à cette prise en charge nutritionnelle. Excusez-moi, j'ai la bouche sèche aussi. Le fait de mâcher, on en a parlé hier, de prendre son temps pour manger, ça fait partie des choses qui sont importantes. Et la supplémentation en zinc, encore une fois, qui peut être discutée, mais à partir du moment où il n'y a pas de carence, il n'y a pas de nécessité de pouvoir amener, en tout cas il n'y a pas d'incidence sur l'altération du goût. Vite fait, bien fait est cité, parce que c'est un superbe site, bravo, et continuez ainsi, parce que ça permet de faire en sorte d'être fortement aidant, et c'est quand même une belle fierté que vous pouvez avoir de pouvoir être cité dans les référentiels de l'AFSOS. On enchaîne avec un autre référentiel, c'est les recommandations de la SFNCM. Change, c'est pas de la cancérologie, mais on est dans le cadre du Covid, où chez ces patients atteints de Covid, on parlait d'altération du goût avec des patients qui souffraient d'agueusie, qui avaient des difficultés ou d'anosmie, pour lesquels il y a eu différentes fiches qui ont été faites en fonction de la situation du patient, à l'hôpital, chez lui, en hôpital de jour, en hospitalisation, en réanimation. J'ai repris ces recommandations. Ça me permet de faire la transition après par la suite sur la prise en charge nutritionnelle et la prise en charge médicale de nutrition médicalisée chez ces patients atteints d'altération du goût. Ces recommandations, eh bien, elles sont intéressantes puisque elles mettent en avant, il y a des recommandations sur les compléments nutritionnels oraux qui disent que chez ces patients qui ont une saturation du goût sucré, eh bien, le goût neutre dans les compléments nutritionnels oraux peut être intéressant. Et puis chez les patients en cas d'agueusie ou d'anosmie, eh bien, favoriser des compléments nutritionnels oraux à goût prononcé, à faire en sorte qu'on ait un goût qui soit fort en bouche, peut permettre de faire en sorte d'amener à faciliter la prise du complément nutritionnel oral. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut le considérer. Ça n'a pas d'action sur l'altération du goût. Sur le principe et sur la base, ce patient continuera d'avoir une altération du goût. Néanmoins, le fait, on prend un complément nutritionnel oral pour compenser ces apports, ça va permettre de pouvoir faciliter, et le but est d'amener à pouvoir faciliter la prise de ce complément nutritionnel oral et qu'il puisse agir, et en tout cas amener à pleinement faciliter la prise et les apports pour correspondre aux besoins du patient. Dans ce cadre-là, Nutricia a fait en sorte de considérer et à considérer cette altération du goût chez ces patients atteints de cancer et a réfléchi et a essayé de développer des produits et des compléments nutritionnels oraux qui sont destinés à ces patients pour voir quel impact ça pouvait avoir. C'est basé sur des compléments nutritionnels oraux qui vont avoir différentes saveurs. Et puis, un principe de base, c'est de pouvoir agir sur une sensation de fraîcheur ou une sensation de chaleur via des dérivés de menthol pour la sensation de fraîcheur, via un dérivé de capsaïcine pour la sensation de chaleur, et puis un goût neutre pour pouvoir faire en sorte de limiter tous les stimuli chez des patients qui peuvent avoir un goût qui est fortement prononcé. On a entendu qu'il y a des odeurs parfois qui sont très fortes et qui peuvent être très difficiles. Des patients qui, quand on prépare à manger, n'ont déjà plus faim et sont écœurés. Donc, ils ont fait une étude, on a fait une étude qui a été faite, cette première étude a été faite il y a quelques années, qui a été faite à Utrecht, à Groningen, dans un hôpital à Groningen, qui a pris 50 patients avec différentes localisations. On n'avait pas de patients ORL dans cette étude.
sur l'étude suivante, il y a plus de patients ORL. Différents types de traitements, avec la chimiothérapie, la radiothérapie, des thérapies ciblées et de l'immunothérapie. Et le but de l'étude était de savoir, sur la base de 5 compléments nutritionnels oraux, quels étaient ceux qui étaient le mieux notés et pour lesquels il y avait une appréciation qui était la plus forte. On peut passer à la slide suivante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la fréquence, la prévalence d'altération du goût chez ces patients. Ce n'était pas obligatoirement à l'inclusion des patients qui avaient une altération du goût, mais on retrouve ce qu'on peut voir dans la littérature. Et ce qui est intéressant, c'est que ces patients qui ont une altération du goût, eh bien, ils avaient une note, un score d'appréciation qui était différent, et donc cette différence, en tout cas beaucoup plus notée, était significative entre ceux qui n'avaient pas d'altération du goût, qui notaient avec des scores qui étaient sensiblement les mêmes, comparativement à ceux qui avaient une altération du goût. Quand il y a une altération du goût, il peut y avoir un choix qui est beaucoup plus fort chez ce type de patients, ce qui est plutôt intéressant. Et les résultats finaux ont montré, et ce qui ont permis aussi d'amener à ce que, eh bien, il y ait 3 saveurs qui soient mises en avant. Et on peut passer à la slide suivante, qui sont la saveur fraîche givrée, la saveur neutre et la saveur tropicale gingembre, pour avoir la chaleur, pour avoir la fraîcheur, et puis le côté neutre, avec des appréciations qui sont assez importantes. Récemment, on a présenté une autre étude, le docteur Marie Guinut a présenté une autre étude dans le cadre des JFN. Je remercie Gustave Roussy et Bruno de pouvoir me permettre de pouvoir en parler aujourd'hui et de reprendre les slides qui ont été présentés au JFN en 2023. Et le poster, donc, de présenter cette étude sensation, donc avec ces compléments nutritionnels oraux. Et le but de l'étude, c'est évaluer l'appréciation des patients atteints de cancer de compléments nutritionnels oraux spécifiques, donc c'est Fortimel protéines sensation, pour faire en sorte de voir l'intérêt d'avoir une flaveur adaptée et de voir quelle était l'appréciation. Donc en gros, une appréciation du concept. Est-ce que vous trouvez ça pertinent de faire en sorte que dans le cadre de compléments nutritionnels oraux, il puisse y avoir une considération de l'altération du goût? Et si oui, est-ce que vous appréciez ce complément nutritionnel oral au regard du concept dont on vous aura parlé? Et on peut passer à la slide suivante. Donc la première phase, c'est on fait l'argumentaire de la composition, sur l'action potentielle du complément nutritionnel oral, sur l'altération du goût, le concept en soi. On demande le ressenti du patient avant qu'il ait testé. Après, il teste sur une gorgée, 1 ou 2 gorgées, et il nous donne son ressenti. Et on voit si ça peut avoir... il a été regardé quels étaient les résultats et les notes qui ont été données. On peut enchaîner. C'était des patients qui avaient déjà pris des compléments nutritionnels oraux, qui avaient déjà une altération du goût, ce qui était intéressant. Dans les résultats, on a, et dans ces patients qui ont été inclus, on a 45 patients inclus, on voit encore là des difficultés, ou ce qui n'est pas évident, en tout cas, pas une évidence de pouvoir inclure énormément de patients dans ce type d'études. On a une bonne partie, une bonne majorité de patients atteints de cancer ORL, ce qui est plutôt intéressant puisque ça fait la différence avec la première étude qui est sortie. Des cancers digestifs, beaucoup de chimiothérapie, la majeure partie, mais dû au fait que ce sont des patients ORL qui ont donc la chimiothérapie et la radiothérapie. Les résultats sur le concept, c'est la première partie, sont intéressants. C'est qu'on voit en gros dans ces résultats que le concept fraîcheur est plus intéressant que le concept chaleur. Ce qu'on peut reporter au fait aussi que ce sont des patients qui sont en cours de traitement ou qui ont eu un traitement de chimio et de radiothérapie, et donc de ce fait, on a une inflammation buccale qui amène à ce que, effectivement, sensation de chaleur, quand on a déjà une bouche inflammée, est quelque chose de compliqué. Donc cette sensation de chaleur, on peut la considérer peut-être pour les patients qui auront une agueusie ou une anosmie, mais qui n'est pas en lien avec une inflammation en bouche, qui peut être intéressante, comme on peut voir dans les recommandations de la SFNCM dans le cadre du Covid. Une fois, l'autre partie, et ce qui est intéressant, c'est que le neutre aussi a un intérêt. Cette saveur neutre et le fait de ne pas amener à ce qu'il y ait de stimuli
intéresse les patients. Dans la deuxième partie, eh bien, après dégustation, on voit que les résultats sont intéressants. On a sensiblement autant de patients qui considèrent que le concept de fraîcheur est intéressant qu'après avoir goûté, eh bien, effectivement, ça correspond à l'idée qu'ils s'en faisaient, à l'intérêt que ça peut porter. Pour le tropical gingembre, la sensation de chaleur, on reste sur cette considération. Comme je vous l'ai expliqué, ça paraît normal. Et pour le neutre, on a une petite majorité de patients qui, à la base, a priori se disaient bah, cette considération neutre, ok, ça peut être intéressant. Et après l'avoir goûté, ben, on a un peu plus d'intérêt qui se fait après par la suite pour ces patients avec des résultats qui sont significatifs. On peut enchaîner. On a demandé à faire en sorte que ces patients notent leur appréciation. Est-ce que vous appréciez ce produit? Est-ce que vous appréciez le concept? Avant, après. Et on a des notes qui sont aussi intéressantes. On voit que, de manière générale, les compléments nutritionnels oraux sont quand même des produits qui sont appréciés de la part des patients. Et ça, il faut le noter, parce que souvent, quand on dit à un patient... je pense que ce qui est intéressant, ce serait de faire en sorte de commencer à prendre un complément nutritionnel oral. Les patients souvent nous disent c'est pas bon, j'aime pas. Enfin, ils disent pas j'aime pas, mais ils disent c'est pas bon. On a un gros a priori sur les compléments nutritionnels oraux, alors qu'il y a beaucoup de travail qui ont été faits de manière organoleptique pour pouvoir faire en sorte d'améliorer la saveur, d'améliorer l'appréciation de ces produits. Et donc il y a un gros travail aussi à faire, à partir du moment où on prescrit un complément nutritionnel oral, c'est de discussion avec le patient, de lui dire ce pourquoi on prescrit le complément nutritionnel oral, et puis de lui faire goûter, pour pouvoir faire en sorte d'amener à ce que, avant qu'il aille à la pharmacie, il sache ce qu'il va prendre, et il sache ce pourquoi il le prend. Les résultats pour le fraîche givré sont d'une note de 6, de 6,3 comparativement à 7,3 quand on parle que de l'argumentaire. Ils sont majorés pour le Fortimel protéine neutre, où on a une note qui est plus importante que l'argumentaire. Donc, une fois que les patients ont goûté, ils trouvent que c'est beaucoup plus intéressant. Ce qui peut être intéressant avec le neutre, c'est qu'on peut le mélanger aussi, je vous regarde, avec dans l'alimentation et de pouvoir faire en sorte de faire des recettes avec qui peuvent être très intéressantes. Ces résultats, en tout cas, sont intéressants parce qu'ils montrent que cette altération du goût d'un point de vue patient, elle est importante, que de réussir et que d'essayer de faire en sorte de trouver des solutions pour ces patients, c'est essentiel, qu'il faut qu'on continue de faire de la recherche, qu'il faut qu'on continue de trouver des innovations pour pouvoir aller dans ce sens, parce que c'est un réel enjeu. On parle d'alimentation normale, mais on a les mêmes problèmes avec la nutrition médicalisée. Ces patients continuent d'avoir cette altération du goût, et donc il faut faire en sorte de pouvoir adapter ces compléments nutritionnels oraux à cette altération du goût qui a une prévalence qui est très importante. Je finirai avec quelques conclusions. Je reparle de l'ESMO, c'est la Société européenne d'oncologie médicale. Pour l'ESMO, l'altération du goût, c'est un orphan symptôme. C'est peu évalué, peu étudié. C'est des oncologues qui le disent, alors qu'on aimerait bien peu évaluer. Non, par le nutritionniste, par un diététicien, c'est évalué systématiquement. Mais ce qui veut dire toute la marge de progression qu'on peut avoir et qu'on doit avoir pour pouvoir accompagner les oncologues, qu'on travaille véritablement en équipe pour amener à faire en sorte que cette altération du goût, qui a un fort impact sur les ingestats, eh bien, elle puisse, cette marge de progression, se réduise petit à petit. Damien parlait de la douleur où on était il y a 20 ans. À l'heure actuelle, maintenant, il y a des experts de la douleur. Les oncologues aussi considèrent la douleur et arrivent à prescrire assez rapidement. Et ils font appel aux experts quand la douleur est réfractaire au premier traitement qu'on peut avoir. On espère, et bien sûr que, on arrive à cela. Alors moi, j'aimerais bien que ce soit juste 10 ans, en fait, et qu'on ait encore un peu moins de marge et de temps. La prévalence est élevée chez les patients en cours de traitement, et on parlait de patients avec un stade avancé. Je pense qu'il faut considérer l'ensemble des patients parce que ça a un impact fort. C'est dès le début du diagnostic, et dès le diagnostic, on peut avoir une altération du goût, même si on n'a pas commencé le traitement. Ça peut se majorer sous traitement. Donc,
avec des ingestats qui seront beaucoup plus faibles. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait cette évaluation qui se fasse très vite. Et puis on a des recommandations qui sont encore limitées, mais au fait qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études qui sont faites, et donc il faut continuer à faire en sorte d'avoir et de mettre en place des études sur ce symptôme. Et enfin, pour autant, comme je l'ai dit, ces patients ont un intérêt sur la considération de l'altération du goût, sur ce qu'on peut faire, sur les innovations qu'on peut faire. Donc il faut aller dans ce sens, il faut continuer. Ils ont un avis qui est globalement plutôt marqué sur les compléments nutritionnels oraux testés. Donc ça veut dire que, comparativement à l'autre, on va dire oui, je peux prendre un vanille, je peux prendre un fruit des bois, ça dépendra. Là, ils ont une appréciation qui est forte. Et donc de ce fait, ça veut dire que cette observance, on pourrait considérer qu'elle est d'autant plus importante après par la suite, à partir du moment où l'appréciation est beaucoup plus forte. Et enfin, ce qu'on a vu là, c'est que le neutre et la sensation de fraîcheur ressortent de manière très importante. Je finis juste avec quelques livres, puisqu'on parle de livres de livrets depuis hier. On a des livrets qui ont été faits avec Philippe Pouillard, c'est Manger pour mieux soigner, manger et bouger pour mieux me soigner. C'est Philippe et Julie Branchu qui travaillaient aussi ici. Et puis Magali Ponce et Alexis Imbert qui travaillent à Gustave Roussy dans l'équipe de Bruno. Et le livre, bien sûr, de Philippe. On a un site internet qui est dédié aux patients, qui n'est pas du tout en lien ou brandé Danone, mais on a décidé de faire ce choix de faire en sorte de donner des conseils aux patients avec des recettes pour lesquelles on peut travailler. On est tout à fait ouvert à la discussion pour en remettre d'autres. Et puis, j'ai pas pu le mettre sur la slide, mais je finis avec, je reparle du bouquin d'Imagine for Margot, qui est très bien fait et pour lequel il y a plein de recettes à destination des enfants. Je vous remercie. Merci, c'est très intéressant. Parmi les préjugés sur les CNO, il y a notamment le fait que les CNO très protidiques sont plutôt anorexiants, c'est-à-dire que ça coupe l'appétit. Dans votre étude, est-ce que vous avez comparé l'effet des CNO hyper énergétiques et finalement qui ne sont pas excessivement riches en protéines et ceux qui sont surtout protidiques? Est-ce qu'il y a une différence vraiment dans le caractère anorexiant ou non, ou orexiant ou non, des CNO selon qu'ils sont plutôt protidiques, hyper énergétiques? C'est une très bonne question. On n'a pas fait d'études sur cela. Et j'ai pas à ma connaissance, d'études avec des collègues et autres industriels qui ont des compléments nutritionnels oraux sur l'appréciation en fonction des apports protidiques et du contenu protidique de ces compléments nutritionnels oraux. Effectivement, ça peut avoir un côté anorexigène, ou en tout cas amener à ce que ce soit difficile de pouvoir manger si on a des apports en protéines qui sont élevés. Mais ça fait partie des conseils qu'il faut donner de manière systématique à partir du moment où on prescrit un complément nutritionnel oral, c'est-à-dire que il va falloir le prendre durant toute la journée, plutôt frais, et amener justement à ce que ça n'ait pas d'impact sur la prise alimentaire de base. Le but est vraiment que ce soit un complément et que ça apporte un peu plus. Dans l'idée, c'est aussi qu'effectivement, on pourrait se dire, dans ces cas-là, comme il y a moins d'apport en protéines, on va plutôt privilégier cela parce qu'on est sûr que ce soit pris en termes d'observance. En termes d'observance, on peut avoir, il y a quelques études, il y a une étude qui a été faite avec le professeur Ebuterne de Nice, chez des patients âgés, avec des compléments nutritionnels du Fortimel protéines à 200 ml, c'est 29 grammes de protéines, c'était 2 par jour pendant un mois, chez des patients âgés, qui montraient qu'il y avait une observance qui était de 90%. Un peu plus de 90% chez ces patients. Et donc de ce fait, on arrive, même s'il y a des apports qui sont élevés, mais c'est aussi ce qui est recherché de toute façon dans les compléments nutritionnels oraux, à tout de même avoir une observance. Sur d'autres topos que j'avais fait l'année dernière, en fin d'année, j'avais trouvé une étude où on avait, dans le cas de cancer gastrique, une observance des compléments nutritionnels oraux à 24%. Sauf qu'il n'y avait aucun conseil qui était donné au moment de la prescription. Voilà.
Si ça ne vous embête pas, Emmanuel, je vais non, pas du compléter tout. votre réponse. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Je crois que ces compléments à 2,4 kilocalories par millilitre et très hyperprotéinés, c'est une vraie avancée pour nous. En tout cas, c'est l'expérience qu'on en a, parce qu'il y a aussi l'effet volume qui joue beaucoup. Et le fait de pouvoir montrer aux patients des petites bouteilles ou le fait d'avoir à prendre qu'une bouteille, c'est très important parce que un des problèmes des CNO, c'est cette prescription idiote, 3 CNO par jour, d'ailleurs qui ne devrait plus avoir lieu, mais bon, ça existe encore, où on ne sait même pas si c'est du fruité, du pas fruité, du vert, du bleu, bon voilà. Donc, et ça crée aussi de la peur chez les patients, c'est-à-dire d'avoir l'idée d'avoir à prendre 3 bouteilles. Et là, on a des solutions pour avoir à prendre une bouteille, parfois même une petite bouteille. Et le fait de pouvoir les fractionner apporte aussi un élément supplémentaire. Et en tout cas, l'expérience que j'en ai, c'est des produits qui sont très hypercaloriques et très hyperprotidiques, mais finalement, c'est ceux qui vont être le plus aisément pris parce que justement, il y a ce côté subjectif de volume et le fractionnement apporte beaucoup. Oui, il y a quelques années, on était sur 20 grammes de protéines. On est à 29 grammes pour un même volume. Et il y a du format 125 maintenant au lieu du 200 millilitres. On apporte certes moins d'apport en protéines. Néanmoins, l'aspect visuel, et on voit que l'observance est intéressante chez ces patients qui ont du 125 millilitres. Parce qu'il y a une considération que c'est plus facile et qu'on peut le boire de manière plus facile. Sur 125 millilitres, en quelques gorgées, c'est bu. Quand on demande d'en boire 2 par jour, ça se fait très facilement. Enfin, plus facilement en tout cas. Plus facilement. Après, effectivement, et c'est une question sur les ordonnances, comme vous l'a dit Bruno, quand on est à 2, 3, moi je me souviens, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, j'avais des ordonnances où il y avait toute une liste de compléments nutritionnels oraux, et le patient arrivait en pharmacie, et c'était des cartons qui prenaient. Enfin, il y a de quoi être écœuré assez rapidement. On a diminué maintenant, il y a quand même plus les mêmes prescriptions qui se font. Le pharmacien, voilà, ça c'est une ouverture après pour la vie. Pourquoi vous n'avez pas développé les cubis de CNO? C'est vrai qu'on pourrait prendre comme ça. Écoutez, je sais pas, d'un point de vue écolo, ce serait pas mal quand même, parce que ça permettrait de limiter le truc. Voilà, il y a des cubis et pour toutes les eaux, en tout cas, il y a des fontaines à eau. Une fontaine à CNO, c'est un concept. On peut en discuter. Est-ce qu'il y a d'autres questions?